Remercier la société marocaine de chimie clinique pour son invitation. Je voudrais aussi saluer le professeur Chabraoui à qui je souhaite un prompt rétablissement. Donc on va commencer je vais vous présenter les biopsies liquides et l'intelligence artificielle avec dans l'ensemble aussi un point sur la biologie moléculaire parce que tout ça est lié. Et je vais essayer donc de... Ça, ce sont mes déclarations d'intérêt, un peu nombreuses, mais bon, comme ça on est tranquille. De vous faire donc un rappel sur la biopsie liquide, ensuite de parler du séquençage et de son interprétation pour comprendre un peu les enjeux de l'intervention des intelligences artificielles, parce que finalement il y en a plusieurs, et de voir un peu leur rapport dans une problématique aujourd'hui qui est l'analyse de l'ADN tumoral circulant, un ADN qui circule certes, mais à des taux qui sont très faibles et qui nous posent donc des problèmes d'interprétation, et c'est là qu'il y aura un intérêt d'utiliser certainement ces intelligences. Donc, pour revenir sur la question, ça fait quelques années maintenant qu'on vous parle beaucoup de médecine personnalisée dans le cancer. Ça regroupe en fait le fait de faire le choix du bon traitement pour le bon patient. Et le bon traitement, en fait, aujourd'hui, c'est de lier donc, ce traitement à des anomalies moléculaires qui sont en fait la cause de cette pathologie. Et ces anomalies moléculaires, on les recherche traditionnellement sur des biopsies ou des pièces tumorales, donc qui sont extraites de coupes en paraffine, donc légèrement dénaturées au niveau de la qualité de l'ADN, ce qui est aussi un des problèmes donc, qui est posé donc, aux biologistes moléculaires, pour rechercher ces anomalies qui vont être ce qu'on appelle des drivers oncogéniques et qui permettront d'être bloqués par des traitements spécifiques. Bon, ça, c'est la pratique du laboratoire, moi, telle que je la pratique au quotidien. Depuis quelques années maintenant, en fait, c'est venu depuis des années, la fin des années du siècle dernier, on va dire, début des années 2000, avec des technologies aussi de plus en plus performantes, et notamment celle du NGS, on a pu isoler et détecter le même type d'anomalie dans un tube de sang, à des conditions, alors je n'ai pas le temps de les détailler, mais il faut quand même qu'on soit sur une masse tumorale qui soit quand même assez importante. Je reviendrai sur ce problème-là. Et puis, bien sûr, avoir un échantillon qui soit aussi suffisant, parce qu'on a des très très faibles quantités qui sont aussi noyées dans de l'ADN naturel, de l'ADN normal, génomique, pour aller rechercher donc toutes ces anomalies. Et les anomalies en cancérologie, elles sont assez nombreuses. On parle souvent de mutations, mais on a toutes sortes de remaniements, de transformations, à la fois des gènes, des amplifications, des délétions, des remaniements chromosomiques. En fait, on a vraiment des cellules qui sont extrêmement anormales. Et puis, on a aussi toute la partie d'ITP génétique avec la recherche de méthylation qui, aujourd'hui, prend une part extrêmement importante, qui à la fois vous donne l'origine du tissu, mais aussi un certain nombre d'anomalies liées à la cancérogénèse et au développement des cellules tumorales. Donc ça, c'est un point qui peut être utile. Et en fait, effectivement, quand on fait au quotidien de l'analyse moléculaire pour des patients atteints de cancer, je vous ai dit, on travaille essentiellement sur des biopsies ou des pièces tumorales, mais dans un certain nombre de cas, alors là, je prends l'exemple du cancer du poumon, qui est quand même un des cancers les plus fréquents, on a des prélèvements qui sont extrêmement fins, qui sont faits avec des gauges qui sont de niveau 14 à peu près, donc très petits, comme vous le voyez. Et puis, on a un certain nombre de patients pour lesquels, et ça, c'est dans des études prospectives à la recherche donc d'anomalies moléculaires pour mettre en place des thérapies ciblées, eh bien, dans ces études prospectives, donc quand même des essais cliniques quand même bien orientés, 20% des patients n'avaient pas de tissu qui était soit analysable, soit informatif, in fine, après analyse. Donc, la question de la biopsie liquide est vraiment une question qui est importante pour ces patients. Vous allez voir quand même que c'est aussi un challenge. Alors, est-ce que c'est possible dans d'autres études? Là encore, un autre exemple, dans le cancer de la prostate, où aujourd'hui, on a des thérapies ciblées, donc où on doit aller rechercher certaines mutations spécifiques. On ne peut pas les nommer BRCA1, BRCA2, qu'on connaissait beaucoup dans le cancer du sein, là, qui ont une implication directe dans le cancer de la prostate aujourd'hui. Mais vous voyez que dans cette étude qui a validé donc, ce traitement, un inhibiteur de PARP, à la recherche de ces mutations BRCA1, BRCA2, eh bien, on avait 31% des échantillons qui étaient inanalysables. Et donc, effectivement, on est allé regarder chez ces patients si on pouvait faire des tests de biopsie liquide. Et vous voyez que dans 81% des cas, dans ce sous-groupe de patients qui ont eu un prélèvement sanguin, on a pu avoir l'information pour les traiter. Donc c'est bien, on est assez content, mais pour ça, ça a nécessité en fait certains moyens. Et dans cette étude, on a utilisé un test qui s'appelle le test F1-CDX, qui est développé par la société Foundation Medicine, qui a été rachetée par Roche et qui utilise dans son interprétation une intelligence artificielle.
Est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'on peut se dire, OK, on a fait une analyse, mais finalement, est-ce que les patients ont bénéficié avec un test en biopsie liquide ou avec un test sur la tumeur d'une même efficacité, donc avoir eu un bon test? Ben oui, vous voyez ici que quand à gauche, ici, vous voyez que vous avez les tests réalisés sur la tumeur et vous voyez les courbes de survie. Donc on a dans cette étude profonde une amélioration des courbes de survie qui sont impressionnantes. Ce n'est pas des résultats qu'on a fréquemment en cancérologie là on est sur un essai Princeps, hein, donc des patients extrêmement avancés en termes de pathologie. Et vous voyez que l'odds ratio est sensiblement donc le même ici pour les patients qui ont été traités sur la base d'une biopsie liquide. Bon, ça, ce sont des études à la fois prospectives et rétrospectives, mais enfin qui nous donnent un certain niveau de confiance. Alors, on en arrive à la question vraiment du jour, donc l'intelligence artificielle. Vous avez entendu, il y a eu plusieurs définitions. On peut finalement choisir celle que l'on veut. C'est un domaine qui est assez vaste. Simplement, effectivement, donc, dans nos métiers de médecine de laboratoire, on a aujourd'hui une augmentation, en tout cas, des publications sur le sujet. Et on sent bien que c'est plus que frémissant et que l'intérêt est vraiment important. Donc, l'avenir nous le dira. Je ne le lis pas dans les boules de cristal, mais je pense quand même qu'il y a quand même un intérêt à s'y pencher. En tout cas, on utilise et on fait, et nous, je fais un peu comme M. Jourdain, et vous aussi, c'est-à-dire que vous utilisez de la prose sans le savoir depuis au moins 40 ans, ça c'est dans le bourgeois gentilhomme. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise quand même depuis très longtemps une intelligence artificielle qui est dite symbolique, qui utilise en fait tout simplement des algorithmes. Et dans beaucoup quand même des logiciels que je vais vous montrer derrière, ou des outils que l'on utilise en biologie moléculaire, on a quand même ce type d'outils, donc qui sont basés sur des systèmes dits experts, basés sur de la compréhension intellectuelle de l'humain, qui sont simplement associés et qui nous aident simplement dans le débit en fait des analyses. Mais vraiment, ce qui nous intéresse, en général, quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, c'est d'avoir renversé, d'être revenu à l'origine de l'intelligence artificielle, parce que vous voyez que les évolutions ont commencé par l'intelligence artificielle de type connexionniste, puis l'intelligence artificielle symbolique. On arrive aujourd'hui à un retour de cette intelligence connexionniste avec le développement des outils informatiques et surtout des puissances des ordinateurs. Et c'est ce qu'on appelle donc les réseaux neuronaux, le machine learning, etc. Donc en fait, qui sont des systèmes qui sont un peu des black box pour nous, qui intègrent en fait un fonctionnement neuronal pour nous donner des résultats que l'esprit humain lui-même n'est pas tout à fait capable de faire, en tout cas dans un certain nombre de cas. Alors ces systèmes, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça c'est un peu long et sur les 25 minutes c'est un petit peu délicat, mais on a fait une présentation, je ne sais pas si elle est en ligne, d'un symposium qui a été fait à New Delhi sur le sujet, où j'ai un petit peu plus détaillé. Simplement sachez que c'est un outil qui a été largement développé pour l'analyse d'images, parce que l'analyse d'images est à la base un ensemble de données. Les images sont un ensemble de données qui sont des pixels et qui sont facilement digitalisables au sens propre du terme, c'est-à-dire numérisables en bon français. Alors voilà, effectivement, ça c'est les outils de reconnaissance d'images aujourd'hui qui ont été largement développés. Et vous voyez que les plus importants ont été portés par les GAFA, donc les très grandes sociétés. Alors ça nous intéresse peu de savoir qui est derrière cette image, mais ce qui est plus intéressant, effectivement, dans nos métiers, c'est d'aller reconnaître des anomalies. Alors en cancérologie, évidemment, on part toujours de la pathologie, de l'anatomopathologie, et d'aller rechercher des anomalies au niveau des tissus. Alors ça a été fait, on a un très grand nombre de publications maintenant. Si vous vous intéressez un peu au sujet, vous pouvez retrouver pas mal de données dans cette revue que j'ai trouvé pas mal faite, mais qui commence à dater parce que tout va très vite, ça c'est du 2022, qui vous parle donc de pathologie digitale. C'est-à-dire on est sur, en fait, aujourd'hui, des analyses qui sont tout simplement de la numérisation d'images. Alors quand je dis de numérisation, c'est important de se rappeler quand même que pour faire une analyse de pathologie correcte, il faut numériser à une très grosse profondeur, donc avoir un très grand nombre de pixels. Et là, on est aux alentours, c'est écrit un peu en petit en bas, c'est 2 gigas par lame. Quand vous voyez les milliers de lames qui passent je dirais, par jour dans un cabinet de pathologie conséquent, vous vous rendez compte un peu des données qu'il faut stocker. Et puis après, évidemment, des données qu'il faut gérer. Donc là, c'est effectivement des outils qui doivent être associés, qui sont des outils puissants, associés donc à ces scanners de lames pour réaliser ce travail. Alors, il y a beaucoup de travaux qui vont aller sélectionner, qui sont des outils d'aide au diagnostic, je dirais morphologique, bien sûr.
puisque le sujet aujourd'hui, donc, c'est de parler d'anomalies moléculaires, je suis allé rechercher quelques travaux sur ces anomalies moléculaires. Et là, notamment, donc, ce papier qui vous montre qu'on a pu développer donc, par un outil de deep learning une reconnaissance d'images liées à une anomalie moléculaire. Et là, en fait, c'est même deux types d'anomalies moléculaires. Vous voyez qu'en numérisant ces images, il était possible ici de détecter à gauche avec une justesse qui n'est, ma foi, pas si mauvaise. J'ai pris le résumé de la courbe ROC, puisque je pense que ça parle à tout le monde en termes de justesse d'outil. Vous voyez qu'on est à 0,79. Alors, c'est quelque chose qui frise le début de l'intérêt. C'est absolument pas parfait, évidemment, mais d'aller chercher une mutation BRAF. Donc, ça peut être intéressant dans les mélanomes. Là, c'était dans le cancer colorectal, où aujourd'hui on a montré aussi que BRAF était une mutation qui était ciblable et druggable, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des molécules qui vont cibler BRAF et qui vont pouvoir traiter ces cancers du côlon qui sont particuliers, BRAF muté, d'ailleurs de mauvais pronostics. À droite, pareil, une mutation aussi qui a un rôle pronostic et pour l'instant qui n'est pas ciblable mais qui est assez fréquente, qui est TP53, avec un niveau d'ailleurs un petit peu plus faible. C'est normal, d'ailleurs, on n'est pas du tout sur une mutation hotspot comme dans BRAF, qui a vraiment une mutation très particulière et dont on peut penser qu'elle fait changer la morphologie des cellules. Les mutations TP53 sont extrêmement nombreuses et très nombreuses sont pathogéniques. Et donc, effectivement, les mécanismes après de transformation cellulaire vont être différents. Et donc là, il y a une plus grande difficulté. Alors ça, on peut le faire sur des images en pathologie, mais on peut aussi le faire sur des images, je dirais, de l'imagerie, ce qu'on appelle la radiomique. Et là encore, donc, par une intelligence artificielle, vous voyez qu'on a pu analyser donc, des images de scanners à la recherche ici de mutations. On est dans le cancer du poumon, on va rechercher des mutations de l'EGFR qui sont aussi ciblables par des inhibiteurs spécifiques de ces mutations. Et donc un intérêt aujourd'hui, c'est en analyse qui se fait réflexe, parce qu'on peut même traiter des patients opérés et leur donner un traitement de type adjuvant. Donc quasiment tous les cancers du poumon, aujourd'hui on se teste, même les très localisés. Et vous voyez que la courbe ROC là était de 0,85. Alors évidemment, en comparaison de la biologie moléculaire, ce n'est pas suffisant, il y a trop de faux négatifs et trop de faux positifs, mais en tout cas, ce sont des approches qui peuvent être intéressantes. Cependant, ce que je vous ai montré, c'est quand même ciblé sur un gène. Et aujourd'hui, c'est fini, cette histoire. C'est-à-dire qu'aller rechercher un gène en cancérologie pour faire un typage tumoral, c'est très largement insuffisant. On sait qu'il y a plus de 500 gènes qui sont impliqués dans le cancer. Et là, je vous ai montré un panel de gènes et de réarrangements, donc de mutations à la fois, mais aussi de grands réarrangements un peu plus complexes, qu'on appelle des réarrangements de gènes ou des fusions de gènes, que l'on recherche dans des panels. Là, c'est un des panels réalisés au laboratoire et qu'on peut rechercher sur la tumeur. Mais aujourd'hui, on a des outils aussi pour les rechercher sur les biopsies liquides. Et évidemment, ces outils, eh bien, ce sont des outils de NGS. Et c'est là qu'on arrive à ce titre, l'intelligence artificielle, le génie de la biologie moléculaire, qui compense l'absence de génie des biologistes moléculaires eux-mêmes, malheureusement, mais bon, on ne peut pas tout faire, qui était publié dans Le Monde. Je vous invite à lire cet article extrêmement intéressant, simplement pour vous montrer trois choses. Donc, le NGS, pour reprendre un peu la technologie, faire extrêmement rapidement, on amplifie énormément des fragments de gènes qui vont être lus et on en tire la séquence de ces chacun petit morceau, sans préjuger de savoir de quel gène il s'agit. On met tout ça dans un sac, on secoue et on utilise une analyse primaire qui s'appelle l'analyse secondaire, puisque là on a déjà fait notre séquençage, qui s'appelle donc l'alignement, pour essayer de recoller ces petits bouts sur le génome que l'on connaît, le génome humain dont on connaît globalement aujourd'hui presque pratiquement toute la séquence. Donc ça, ce sont à la fois ce base calling, c'est-à-dire savoir quel est l'enchaînement des bases dans les petits fragments, et puis cet alignement sur des fragments qui sont lus de façon réitérée de très nombreuses fois, va nous permettre de déterminer globalement la séquence, mais aussi de connaître des anomalies, comme vous le voyez, l'introduction d'un A ici, donc à la place d'un T, et c'est ça qu'il faut aller diagnostiquer. Un appareil qui fait ça fait des erreurs, parce que c'est une analyse qui est chimique, basée sur la fluorimétrie ou d'autres systèmes. Et donc, il va falloir différencier le bruit de fond de la véritable mutation. Et ça, c'est tout le problème quand vous travaillez sur des fragments qui sont des fragments tumoraux avec des quantités de mutations qui peuvent être parfois très faibles, et c'est encore pire en biopsie liquide. Donc là, il y a des outils qui sont utilisés, je ne les détaillerai pas, parce que c'est quelque part des black box utilisés par les grands fournisseurs Illumina et leur pipeline bioinformatique. Où on a une utilisation un petit peu plus intéressante, sur lesquelles on a un peu plus de moyens, et là encore où il y a des outils d'intelligence artificielle qui vont intervenir, c'est dans une analyse tertiaire.
C'est bien gentil de dire que sur un fragment, donc un gène correspondant, un exon de ce gène, on a une mutation, encore que, à moins que cette mutation soit très connue, bien connue comme la BRAF V600E, je vous ai dit, dans le cancer du côlon ou dans les mélanomes, on va devoir définir sa pathogénicité ou sa bénignité. Et pour ça, on a un grand nombre de critères. Donc là, on rentre vraiment dans de la génétique, je dirais, pure, avec des données qui doivent être des données en population. Une mutation extrêmement fréquente a plus de chances d'être bénigne qu'une mutation rare, évidemment. La fréquence allélique et notamment les co-ségrégations, c'est-à-dire de savoir si une mutation a été trouvée dans des familles qui sont porteuses de la même pathologie, mais vous allez avoir aussi là un risque effectivement de pathogénicité qui est plus importante. Et puis, où là l'intelligence artificielle intervient, ce sont les données qui sont des prédicteurs dits in silico, qui avec un ensemble d'algorithmes, alors qui ne sont pas tous des algorithmes d'IA type machine learning, mais parfois tout simplement symboliques, vont modéliser en fait l'effet d'une mutation sur la protéine essentiellement, ou là encore, quand on parle de splicing, pour ceux qui connaissent un peu les questions, c'est régulation de l'expression de gènes, regardez si ça va avoir vraiment un impact sur l'expression du gène. Et puis enfin, on aura des données qui sont des données de la littérature en général, qui sont des données fonctionnelles. Mais là encore, il faut aller les extraire de la littérature, et quand on voit les milliers de publications qu'on a aujourd'hui sur tel ou tel gène, c'est assez complexe. Donc tout ça, il va falloir en plus le pondérer avec des niveaux de preuve, ce que vous voyez ici en termes d'évidence, hein, donc evidence, un faux ami en anglais, hein, on l'utilise souvent, donc c'est la preuve en fait, donc à qui on va donner des notions de force en quelque sorte, donc forte ou modérée, ou encore plutôt supporting, donc quelque chose qui nous donne une tendance. Et tout ça, ces critères doivent être agrégés. Et c'est ce que vous voyez ici, dans cet outil donc, qui s'appelle MobiDetail. C'est un des outils de bioinformatique de curation des variants. Il y en a d'autres. Il y en a un qui s'appelle Franklin, par exemple, que moi j'aime beaucoup aussi. Mais j'ai présenté celui-ci parce qu'il était développé par la faculté de Montpellier et l'INSERM, et avec un ingénieur absolument époustouflant qui a monté ce travail et qui a d'ailleurs intégré une des données très importantes aujourd'hui en recherche biochimique et dans beaucoup de secteurs, qui est AlphaFold. AlphaFold, ça a été développé par la société DeepMind, qui appartient à Google, et qui est capable de modéliser une protéine sur la base de sa séquence. Mais c'est une modélisation, comme vous le voyez ici, qui est une modélisation en 3D. Cette modélisation, vous pouvez y introduire une mutation et regarder l'effet en 3D de ce qui se passe. Et si vous voyez par exemple qu'un site catalytique important se transforme et par exemple se ferme et obtient une taille qui empêche l'entrée d'une molécule, vous vous rendez compte que vous avez bien là, par exemple, un mécanisme de résistance à une molécule qui s'est opérée, par exemple. Donc ça, ce sont des outils qui sont complètement utilisables aujourd'hui. Vous pouvez les agréger avec l'ensemble des données dont je vous ai parlé tout à l'heure, les données en fréquence, et à côté, donc, les prédicteurs in silico, pour arriver à ce que vous voyez ici en tout petit, donné en orange, si vous lisez pas forcément très très bien, mais qui sont différents critères de pathogénicité qui concluent à la fin à oui, on a ici, dans ce cas-là, qui vous est montré, donc une mutation qui est une mutation pathogénique et éventuellement qui pourra vous amener vers d'autres bases de données pour savoir comment la traiter. Et ça, c'est le travail finalement que l'on fait quotidiennement. Alors, quand on a des panels de gènes qui vont de 50 à 300, voire 500 gènes, comme je vous l'ai montré, on a traditionnellement sur une tumeur entre 200 et 300 mutations. On a des premiers filtres qui vont être réalisés sur tout simplement des bases très simples, notamment tout ce qui est single nucleotide profile, qui vont nous les éliminer, mais qui derrière vont nous laisser quand même un travail sur 30 à 40 mutations. Vous voyez que c'est quand même important d'être aidé à ce niveau-là. Alors j'en viens maintenant à la biopsie liquide. La biopsie liquide, je vais montrer l'intérêt de remplacer à la fois la tumeur quand on fait du suivi de patients, par exemple, parce qu'on n'a pas de tissu, etc. Mais une des questions, c'est évidemment le screening, ou en tout cas la détection précoce. Alors ça, tout le monde en rêve, il y a eu plein de papiers. Je vous montre ce papier de Science, parce que c'est un de ceux qui a été le plus utilisé. Puis en plus, il y avait des marqueurs tumoraux de type CA19, CA15, qui avaient été inclus à l'analyse de l'ADN tumoral circulant. Mais
Et là, vous verrez ce papier de mon ami Michael Duffy, donc, qui travaille à Dublin et qui critique un petit peu ces tests, simplement pour vous dire que quand on le fait en population générale, la prévalence du cancer étant très faible, la sensibilité, la spécificité des tests, je vous le rappelle, est liée à la prévalence d'une pathologie. Et donc, on l'a bien vu avec le Covid d'ailleurs, on va avoir un problème ici quand même de niveau de justesse et de spécificité, de sensibilité. On risque d'avoir trop de problèmes là-dessus. Donc, je n'ai pas voulu détailler, mais simplement je vous rappelle ce papier que j'ai fait pour la revue de biologie médicale et qui a été publié dans une revue marocaine, qui est la revue marocaine de médecine générale et de la famille. Donc, je pense que vous pourriez y accéder, qui reprend ce problème. Simplement pour vous dire que, bien que ça soit extrêmement difficile en population générale, ça peut avoir un intérêt sur des populations plus à risque. Et si vous prenez le cancer du poumon, la population à risque majeur, c'est évidemment la population de fumeurs. Et ça, c'est pour ça que j'ai retenu ce papier, qui est extrêmement intéressant, qui est publié dans Nature en 2020, et qui vous montre qu'on a pu associer donc, chez des patients fumeurs versus des patients, cancéreux dans l'étude qui était connue, avec des contrôles à haut risque et des contrôles aussi sur des populations normales. Donc, vous voyez une étude de découverte, un modèle de machine learning pour faire une détection avec des résultats qui sont finalement pas mauvais. Je vais vous montrer maintenant, à la condition d'inclure l'ensemble des données. Et c'est là qu'on voit aussi que l'intelligence artificielle, elle est pertinente quand on part effectivement d'un grand nombre de données, qu'on a aussi, comme ça a été montré, bien sélectionné au départ la question, et là en l'occurrence, comparer des patients malades à des patients à très haut risque, parce qu'en cancérologie, c'est quand même la question, dans la localisation. Vous voyez qu'ici donc, ont été introduites des données d'histologie, mais aussi des anomalies donc, sur l'ADN de type copy number, c'est-à-dire des amplifications ou délétions de gènes. On y inclut aussi les profils spécifiques, donc les single nucléotides variants, donc toutes les études en type PRS. Et puis là, des données vraiment du séquençage en lui-même, en biopsie liquide, la fréquence allélique, c'est-à-dire à combien de fois on va retrouver dans l'ADN la mutation, et puis le type de mutation, si c'est simplement donc une mutation missense, si c'est un splicing, si c'est un codon stop, etc., qui ont aussi leur valeur. Et toutes ces données ont été colligées, digérées donc par cet outil pour arriver ici, vous voyez, à des courbes qui sont assez intéressantes. Donc c'est la courbe ROC qui est divisée en 3 stades de détection. Alors quand on compare, la meilleure détection se fait évidemment entre les stades 3 et des patients à haut risque. Bon, ça, il n'y a pas photo. C'est aussi, malheureusement, un petit peu la réalité. C'est-à-dire que quand on a un cancer du poumon, souvent, c'est au niveau d'un stade avancé qu'on le détecte. Mais l'intérêt, évidemment, est de détecter plutôt sur les stades précoces. Et vous voyez que là, l'IA fait un peu moins bien. Mais cela dit, quand même, un stade 2, c'est quand même très bien. Et puis, alors, stade 1 fait aussi bien que stade 2. Donc là, on a des patients qui sont curables, en fait, par un traitement chirurgical et puis éventuellement une chimiothérapie adjuvante associée. Donc, un outil qui montrera donc certainement sa pertinence dans l'avenir. Donc, je pense que ça, c'est un petit peu l'avenir des biopsies liquides en termes de détection. Voilà, donc il s'agit en résumé de ne pas se limiter simplement à une recherche d'une mutation, à un dosage, mais véritablement de prendre l'ensemble des données possibles, d'y associer, pourquoi pas, la méthylation, et ça aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans ce sens, qui permettent d'éliminer en fait tous les problèmes de bruit de fond qu'on trouve sur ces analyses, et puis de les intégrer pour avoir des modèles prédictifs. Encore que ce n'est pas facile. Vous voyez, je vous ai présenté cette publication qui est pour moi une des meilleures, mais les autres sont assez critiques. Un autre exemple qui, là, n'est pas sur la détection précoce, qui est vraiment un enjeu extrêmement compliqué, comme je vous l'ai dit, mais plutôt donc, sur la prise en charge des patients, une fois diagnostiqués, en termes de pronostic. Alors là, ça devient un petit peu plus intéressant. Donc, c'est de la médecine qui est plutôt de la médecine prédictive. Et là, l'exemple a été fait sur le cancer hépatique, avec tout un travail au préalable, quand même préanalytique, que je n'ai pas voulu détailler, mais ça, c'est vraiment les enjeux de la biopsie liquide aussi. C'est d'extraire vraiment le bon ADN, qui a une taille un peu particulière, et c'était aussi un des critères qui avait été sélectionné dans l'étude précédente. La taille de l'ADN tumoral est plus faible que la taille de l'ADN normal. Là, ce qu'ils ont regardé, c'est les critères qui étaient les plus importants. Alors, ils ont associé à la fois donc, la quantité d'ADN tumoral qui circulait, ce que vous voyez ici en petit, l'ADN tumoral d'un gène qui est donc l'expression en fait de ce gène qui est le ctDNA, de l'AFP, donc de l'alpha-fétoprotéine, et puis l'alpha-fétoprotéine en tant que sérum, la LAT, l'azate, la bilirubine, les phosphatases alcalines, l'albumine, la bilirubine.
Et donc, ils ont mélangé donc l'ensemble de ces données pour en faire un outil de prédiction. Alors déjà, ce qui est ressorti, c'est que, comme vous le voyez, c'est à la fois l'ADN total et l'ADN de l'AFP qui sont les meilleurs discriminants entre, ici, une population versus donc la population qui a un cancer hépatique versus des patients qui ne sont pas atteints de cancer hépatique. Ici, c'était versus, et c'est beaucoup plus compliqué, des patients qui ont une hépatite aiguë, ou là, en comparaison avec des hépatites chroniques. Et puis là, c'était en comparaison avec des donneurs sains. Donc effectivement, ça, c'est ce que vous voyez beaucoup dans les publications, hein, le diagnostic versus des donneurs sains, mais ça, en pratique clinique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ce qu'il faut regarder, là, c'était versus toute pathologie hépatique. Et finalement, ce sont ces deux tests, l'ADN total et l'ADN de l'AFP, qui sont les plus pertinents. En revanche, comme vous le voyez ici, en termes de pronostic de survie, eh bien, c'est aucun de ces marqueurs qui sortait. Le mieux, c'était l'ADN total et versus l'ADN AFP, mais ce n'est pas significatif. Et ce qui est ressorti, c'est en fait l'étude par l'intelligence artificielle qui a compilé l'ensemble des informations et qui a permis donc d'établir le pronostic de ces patients. Alors, je voulais terminer, et ça, ce ne sera pas vraiment encore dans la biopsie liquide parce que c'est trop complexe pour le moment, mais certainement que l'IA, et beaucoup de gens y travaillent, va nous permettre de nous aider. C'est une révolution dans le cancer du traitement de cancer de l'ovaire. C'était cette publication donc, à l'ESMO 2019 par Isabelle Récocard, donc une de nos collègues oncologues de Lyon, avec qui on travaille beaucoup et qui a montré donc, ces résultats. Donc, c'est une étude drivée par la France qui était l'association d'un inhibiteur de PARP plus d'un inhibiteur angiogénique type bevacizumab, enfin le bevacizumab, dans le cancer de l'ovaire, qui a prolongé donc la survie des patients de façon significative, de façon extrêmement significative. Des résultats qui n'avaient jamais été vus, je pense, en cancérologie ces dernières années. Et vous voyez ici qu'il s'agit en fait d'utiliser un inhibiteur de la réparation de l'ADN chez des gens qui ont déjà un déficit en réparation de l'ADN. Donc vous cumulez les déficits et finalement vous arrivez donc à l'apoptose de la cellule et sa mort. J'ai bientôt terminé. Hein. Donc réponse aux inhibiteurs de PARP, voilà les niveaux de survie. Vous voyez que plusieurs dizaines de mois après le traitement, on a encore pratiquement 50% de la population qui est en vie, ce qui est donc effectivement quelque chose d'inattendu en tout cas, avec une grande prolongation de la survie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rechercher ces patients qui ont un déficit en réparation homologue? Il est porté soit par une mutation BRCA1, BRCA2, donc ça c'est des choses qu'on savait faire, soit par ce qu'on appelle une instabilité du génome. Alors c'est quoi? En fait c'est une anomalie dont les causes sont inconnues, mais on va regarder simplement les conséquences. Alors il y a un déficit de la réparation, ce qui fait qu'en fait le génome est complètement instable, et on voit que quand on fait, alors il faut faire le séquençage complet de ce génome pour détecter donc cette anomalie. Là, vous avez deux images. Donc, le séquençage du génome positif à l'instabilité et en dessous, négatif. À l'œil, ici, effectivement, on arrive à les comparer, mais là, ce sont des cas qui étaient un petit peu extrêmes. Sinon, souvent, c'est assez difficile de regarder ces instabilités. Et donc, pour terminer, eh bien, on utilise aujourd'hui une IA, et c'est ce qu'on utilise donc, dans mon laboratoire, qui vous permet de vous donner ce score d'instabilité entre une femme qui a l'instabilité et une femme qui ne l'a pas, et donc une qui va répondre ou pas au traitement. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vais vous dire, donc, pour terminer, donc, le développement du NGS est source de big data, et donc il est évident qu'aujourd'hui, toutes ces données ne peuvent être traitées que par la bioinformatique, qui utilise soit l'intelligence artificielle connexionniste ou symbolique, et le machine learning est en train effectivement de prendre le pas. C'est un outil incontournable. Elle nous permettra d'aller au-delà des mutations sur les structures de l'ADN, peut-être de faire des karyotypes en cancérologie solide, ce qui est quelque chose aujourd'hui digne d'absolument pas envisageable. Et puis je voulais terminer par le fait que, bien sûr, elle nous aidera sur les analyses sanguines, mais de façon comprehensive, comme on dit, exhaustif en anglais, en prenant donc l'ensemble des données pour un diagnostic qu'on espère plus précoce des cancers. Voilà. Je vous remercie ici toute l'équipe d'Imagenome et puis aussi l'équipe avec laquelle je travaille sur le deep learning et la deep tech. Et voilà, je suis prêt pour vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lamy.